Bonjour à tous, je commence un direct, on va attendre quelques instants. Euh, Vous qui êtes là, vous êtes peut-être déjà en replay pour nous regarder. Et on va se donner juste un petit peu de temps, le temps que des personnes nous rejoignent pour ce live. Bonjour à celles et ceux qui arrivent, bienvenue. On va se donner juste quelques petites minutes avant de commencer le live si vous avez envie d'attraper un café, un thé. On va dire que c'est l'heure du café et du thé, donc si vous avez envie d'aller vous servir quelque chose, n'hésitez pas, on va commencer dans un moment. Bonjour Aurélie. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour un live sur les élixirs floraux, que vous connaissez peut-être aussi sous le nom des fleurs de Bach. J'ai eu envie de faire ce live pas pour vous étaler plein de connaissances sur ce sujet, parce que déjà je n'en ai pas tant que ça, mais parce que c'est un sujet que j'ai redécouvert ces dernières semaines, ces derniers mois, et j'ai trouvé ça intéressant. Alors je me suis dit que je pourrais peut-être vous donner envie vous aussi de découvrir ça. Bonjour Marine. C'est quelque chose que j'ai envie de faire un peu plus souvent, vous proposer des lives sur des sujets qui me parlent ou sur lesquels je suis en train de moi-même expérimenter des choses ou découvrir des choses. Donc il y aura dans les prochaines semaines ou prochains mois des lives sur l'énergétique et peut-être aussi sur le lien entre les plantes et l'énergétique. Comme aujourd'hui. Coucou Laetitia. Donc n'hésitez pas pendant ce live à me poser vos questions. Bonjour Jean-Baptiste, sur ce que je vous évoque ou d'autres choses, soyons fous et puis partageons entre nous. On va parler donc des élixirs floraux. S'il y en a parmi vous qui connaissent un petit peu, n'hésitez pas à rebondir aussi sur ce que je vais pouvoir évoquer. Donc, je disais tout à l'heure, les élixirs floraux, ils sont connus aussi sous le nom des fleurs de Bach. Bien qu'il y a plusieurs sortes aujourd'hui et toutes ne sont pas les fleurs de Bach initiales, mais enfin, c'est quand même des choses qui sont assez proches. Il y a d'autres types d'élixirs floraux dont je ne parlerai pas aujourd'hui, les élixirs spagyriques et autres, dont vous pourrez vous mettre des références sur ces sujets-là qui sont aussi super intéressants. Ici, je vais parler plutôt de la méthode de fabrication de Bach. Du coup, pour revenir un peu sur ce sujet-là, comment moi je l'ai découvert, déjà, je connaissais ce nom depuis un moment, sans avoir essayé, sans avoir été spécialement attirée par le sujet. Et j'ai découvert comment on fabriquait les élixirs, j'ai appris à en fabriquer moi-même, et j'ai trouvé ça super. Donc c'est là que j'ai commencé à creuser un peu plus l'historique derrière et d'autres choses. En fait, les élixirs floraux travaillent avec donc, les fleurs des plantes des arbres, souvent au départ des arbres et des fleurs sauvages. Donc dans les plantes, il y a plein de manières de travailler avec les plantes. On peut déjà on peut utiliser différentes parties de la plante, les feuilles, les bourgeons, l'écorce, pour leurs propriétés pour la santé, évidemment. On peut utiliser ces matières-là de différentes façons, faire des préparations, des infusions, des tisanes, de la gémothérapie, c'est le travail des bourgeons, des macérats, des huiles essentielles et des élixirs floraux. Chacune de ces méthodes de fabrication va récupérer des propriétés différentes des fleurs, des composés différents des parties de la plante, et donc va avoir des incidences différentes sur notre santé et sur notre bien-être. Et les élixirs floraux viennent eux jouer sur l'émotionnel. Là où par exemple une huile essentielle, par exemple la lavande, va avoir une propriété cicatrisante, donc on est directement sur le corps physique, les élixirs floraux, eux, vont venir travailler en énergétique sur des choses beaucoup plus subtiles et sur l'émotionnel. On va y revenir juste après. Je vous propose, s'il n'y a pas de questions particulières, qu'on commence par un tout petit aperçu historique de qui a fait, enfin pourquoi on dit déjà fleur de Bach, donc quelle est cette approche-là des élixirs floraux et comment ça a été découvert un petit peu.
Du coup, Bach, je vous fais comment une petite histoire sur l'histoire de Bach. Il y a plein de choses à dire sur ce monsieur qui est vraiment fantastique. Donc si ça vous intéresse, il y a des super biographies. Je veux vraiment juste vous dire quelques extraits choisis qui n'ont pas vocation à être exhaustifs. Donc Edouard Bach, c'est un monsieur qui est né au 19e siècle, si je ne me trompe pas, quelque chose comme 1885-1886, donc fin du 19e siècle. Et il est né en Angleterre, pas très loin de Birmingham. Et c'est un enfant qu'on décrit comme très très sensible, très observateur, très silencieux, qui passe des heures dans la nature, parce qu'il habite pas à Birmingham même, mais dans la campagne, à se balader dans les prés, les forêts. Et vraiment, on dit qu'il observe beaucoup la nature, qu'il aime beaucoup passer de temps avec les animaux, et que s'il y a une chose qui lui plairait, ce serait de rester des heures devant un talus couvert de mousse pour juste regarder ce qui s'y passe. Et en grandissant, donc, il est appelé à reprendre, ou en tout cas à travailler avec son père, comme c'est souvent l'usage à l'époque. Et son père, il est directeur d'une grande usine qui fond le laiton, qui fabrique des objets en laiton. Donc à l'époque, par exemple, on faisait des lampes de pétrole avec le laiton. Donc à ce moment-là, cet enfant très sensible se retrouve dans une grosse industrie de laiton pour apprendre à faire cela. Lui, il avait déjà en tête bien avant de s'attacher à guérir la souffrance humaine. Bon. Et donc il est dans cette fabrique de laiton au début enfin, jeune adulte, et il observe les ouvriers de l'usine, et il se pose des questions sur leur tempérament, sur ce qui régit leurs humeurs, leurs envies, leurs problèmes. Voilà, je vous passe ça parce qu'on reviendra un peu sur ce sujet-là. Et puis, il part faire un service militaire entre-temps. Et puis, quand il revient, il ose enfin dire à son père que lui, ce dont il aurait envie, c'est d'étudier la médecine. À sa grande surprise, c'est OK pour son père, et il part faire des études de médecine tout à fait classiques. Et sa scolarité se passe très bien. À l'issue de sa formation de médecin, la première chose qu'il dit, c'est qu'il y a certaines choses qu'il va falloir qu'il oublie de la médecine classique pour pouvoir soigner vraiment les gens. Ou en tout cas, dans son idée, dans son rêve de soins, il y a des choses qu'il va falloir qu'il mette de côté. Et en fait, ce que lui, il a en tête, c'est de se dire que, certes, les gens ont des pathologies, ont des problèmes physiques, mais son intuition, en tout cas, est celle de dire qu'il y a des constitutions, au-delà de ça, il y a des tempéraments, et puis il y a tout un contexte très personnel qui va faire que telle personne va développer une pathologie, et lui, ce qui l'intéresserait, c'est pas de soigner les conséquences, mais de s'intéresser aux causes plus profondes de pourquoi telle personne va se mettre dans tel état et développer telle maladie. Il a une première expérience dans un hôpital, et puis c'est quelqu'un qui travaille énormément et qui décide de partir de l'hôpital parce qu'il y a des horaires fixes et il aimerait travailler beaucoup plus. Il trouve un autre endroit où travailler, et on lui met entre les mains un livre qui change sa vie, qui est le livre de, je ne me souviens pas son nom, mais le fondateur de l'homéopathie. Et là, il se dit, voilà une approche qui parle des humeurs, qui parle des émotions, qui parle de la psyché des gens, et de ce qui est fait leur contexte, au-delà de leur simple maladie, et ça l'intéresse beaucoup. Il se retrouve dans un service, on est après la Première Guerre mondiale je crois, et il se retrouve dans un service où il va commencer à travailler sur certaines pathologies, et plus précisément en bactériologie. On va aller plus vite par la suite, mais donc il passe énormément de temps en bactériologie avec cette approche homéopathique. Il va travailler sur la flore intestinale, les bactéries qui s'y trouvent, et il étudie qu'il y a à peu près selon lui, 7 grandes constitutions en termes d'intestin, et on peut traiter différemment les gens selon la flore bactérienne qui se trouve dans leur intestin. Et il va être très connu, en fait, Bach, à ce moment-là, parce qu'il développe des vaccins pour ces maladies-là. Et donc il gagne vraiment en notoriété pour son travail sur la flore intestinale, les vaccins, etc.
Et oui, Samuel Hahnemann, exactement, merci. C'est le fondateur, enfin le créateur de l'homéopathie qui a inspiré Bach. Merci pour la référence. Et donc Bach, à ce moment-là, il est super connu, il est chercheur reconnu par ses pairs, il donne des consultations, il n'avait jamais arrêté de donner des consultations à monsieur tout le monde, il travaille même dans un dispensaire pour travailler aussi avec les plus démunis. Et puis, l'histoire, j'ai pas exactement tous les morceaux de l'histoire, mais je sais qu'il continue tout au long de sa vie à retourner dans sa ville d'enfance et surtout aussi dans l'endroit de la maison de vacances, enfin les lieux où il passait des vacances quand il était enfant. Donc il passe toujours beaucoup de temps à l'extérieur, avec toujours beaucoup d'intuition, ou en tout cas une espèce de sensibilité à ce qui se passe dans la nature. Et un jour, il se promène, il est attiré par un bosquet de fleurs, il va regarder ces fleurs, ce sont des impatientes. Pour ceux qui ne voient pas forcément, ça fait des petites fleurs roses assez délicates. Et au-dessus des fleurs roses, hop, il voit l'inflorescence et puis le début des graines qui commencent à se former au-dessus de la fleur. Il a envie d'attraper ces graines, et au moment où il passe la main pour attraper les graines, la fleur lâche les graines qui lui explosent, enfin voilà, pas lui explosent au visage, mais en tout cas ont un mouvement comme ça de sortie de leur petite pochette. Et tout de suite, quand il voit ça, lui, il fait l'analogie. Quand il voit cette fleur qui comme explose ses graines, il fait l'analogie avec certains de ses patients qui sont très sensibles, à fleur de peau, irritables. Et ces mêmes comportements, quand on pourrait les frôler, ils pourraient nous exploser au visage. Et alors, fulgurant, il se dit, mais peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Je cherche tellement des choses compliquées pour faire mes vaccins. Peut-être que la réponse, elle est dans la nature et elle est avec les fleurs et avec les plantes. Donc il repart chercher tout son matériel de chercheur et puis d'homéopathie pour faire une dilution de la fleur. Donc il travaille avec la fleur, de l'eau et il essaie de capturer ce que pourrait être le principe actif de cette fleur. Et enfin, principe actif, je ne sais pas exactement le terme médical, alors je ne sais pas si c'est exactement ça. En tout cas, il fait une dilution, ça c'est sûr, de la fleur pour récupérer l'info. Et il repart avec son petit mélange et il va tester ça avec les patients qu'il avait en tête. Et il y a une sorte d'apaisement qui se produit dans les jours d'après qui lui paraît folle parce que ces personnes-là, on n'arrivait pas à les aider avec de la morphine, avec tout un tas de choses pour apaiser leur douleur. Donc il se dit, il y a quelque chose à creuser. Et ça va être la suite de la vie du docteur Bach. D'aller beaucoup avec son intuition et avec des tas et des tas d'expérimentations, de reproduire, de chercher, de tester avec un patient, 10 patients, plein de patients, les propriétés des différentes fleurs et comment elles peuvent accompagner les personnes. Et pourquoi il s'intéresse aux fleurs il considère que c'est la quintessence même de la plante, c'est là où elle a mis tout le meilleur d'elle-même pour être visible, pour sa reproduction, etc. Et donc il y a comme toutes les informations de la plante dans la fleur, et puis il y a ce côté subtil, délicat, qui fait qu'en fait on va aller travailler plutôt sur de l'émotionnel selon lui. Donc il a commencé par l'impatiente, ensuite je crois qu'il a dû découvrir les propriétés de la clématite, puis une autre fleur qu'on connaît peut-être un peu moins qui est la mimule. Et il va continuer comme ça pendant toute sa vie. À un moment, il va décider de partir de Londres, de quitter sa renommée, son prestige, sa place en hôpital, ses patients, et venir s'installer au fin fond d'Angleterre pour continuer à explorer les fleurs. Donc c'est un parcours qui est intéressant, qui est vraiment peut-être à l'inverse d'un parcours de succès classique, puisqu'il a commencé par avoir de la renommée et du prestige et un état financier très stable pour finir vivre presque une vie d'ermite dans la campagne. Et il a mis au point 38 élixirs floraux, donc d'aller découvrir les propriétés de ces 38 fleurs. Et à la fin de sa vie, il était accompagné par une assistante et il commençait, à chaque fois qu'il découvrait des nouvelles fleurs, il les testait avec des patients.
Ça n'a pas plu aussi à l'ordre des médecins à l'époque. Il a failli perdre son titre de médecin. Finalement, il l'a gardé. Et à la fin de sa vie, il y avait quand même une grande renommée autour des fleurs de Bach. Et il y avait déjà d'autres personnes par-delà le monde qui avaient envie de tester les élixirs. Et donc, il est décédé assez jeune, euh, avant le milieu de siècle, enfin au milieu du XXe siècle. Et du coup, à la suite de Monsieur Bach, il y a vraiment plein d'autres personnes qui se sont intéressées à d'autres fleurs, à avoir cette même démarche de comprendre leurs propriétés, de les consigner, de les classifier. Bach, lui, sur les 38 fleurs qu'il avait étudiées, il les a classées par grand état émotionnel que pouvaient traverser les personnes. Je vous en donne certains. Il y avait toute une liste de fleurs qui venaient travailler sur les peurs, toute une liste de fleurs qu'on indiquait plutôt à des personnes qui vivaient des doutes, encore d'autres catégories de fleurs sur l'émotivité, la solitude, la tristesse, enfin donc il avait classé ces fleurs par grands états émotionnels et certaines avaient des spécificités. Et donc lui, ce qui s'intéressait quand il recevait quelqu'un en consultation, à partir du milieu de sa vie, c'était de comprendre, il passait beaucoup de temps à écouter les personnes, à entrer en empathie avec elles, à comprendre leur contexte. Parce que pour lui, on ne pouvait pas soigner des gens si on ne connaissait pas leur contexte, la manière dont ils vivaient, ce dont ils souffraient, comment ils le percevaient, et quelles émotions tout simplement ils ressentaient. Et donc quand il soignait ces personnes, il venait leur conseiller une fleur ou une autre, un élixir floral ou un autre, en fonction des émotions principales et la manière dont les personnes la vivaient. Voilà un petit peu pour l'histoire de Bach. J'ai l'impression de vous raconter des contes du Père Castor. J'espère que ça vous intéresse. Je voulais vous partager un peu l'histoire et d'où ça vient ces élixirs floraux. Alors il y a d'autres traditions qui travaillent les élixirs floraux hein, d'autres manières, mais la plus connue en tout cas c'est celle du docteur Bach. Et ce que j'ai pas mentionné sur la manière dont il fabriquait ces élixirs, alors si ça vous intéresse, là le temps le permettait pas, mais une autre fois on pourrait faire une vidéo où je vous montrerai comment on les fabrique, parce que c'est assez simple à fabriquer soi-même, des élixirs floraux. Et, euh, et donc par rapport à la manière dont il les a, lui il a à la fois vu les potentialités des fleurs, et surtout il a trouvé la manière de capturer, si on peut dire, l'essence de ces fleurs-là. Il observait les fleurs et donc je pense que c'est quelqu'un qu'on dit qu'avec une très belle sensibilité mais qui devait avoir un ressenti au moins énergétique, ça c'est sûr. On dit qu'il avait des grandes capacités de guérisseur et que ses patients, il les accompagnait avec la médecine traditionnelle, avec les fleurs et avec plein d'autres choses. Et donc quand il accompagnait quelqu'un, donc il avait cette grande empathie, et c'est cette empathie-là et cette intuition-là qu'il utilisait pour comprendre les fleurs. Il regardait les fleurs et non seulement il voyait tiens que telle fleur elle avait telle qualité, mais il les observait et il voyait que le matin c'était beaucoup plus intense, beaucoup plus vibrant, et qu'une fleur le matin quand elle s'ouvre c'est presque là où il y avait le plus d'intensité. Et il voyait que les fleurs qui étaient à l'ombre, pour lui, elles l'attiraient moins. Et les fleurs qui étaient au soleil, elles lui semblaient vibrantes, magnifiques. Donc il s'est dit, bon, il y a déjà quelque chose qui a trait aux fleurs, évidemment, mais qui a trait aussi au soleil. Et puis, c'est quelqu'un dont le goût était très très développé. Et quand il travaillait à l'hôpital en bactériologie, avec ses procédés homéopathiques, ses vaccins, c'était des vaccins à avaler, je crois. Et donc il avait un goût très développé et il avait l'habitude de tester tout ce qu'il préparait sur le bout de sa langue. Et donc là, quand il voyait les fleurs et qu'il voyait celles au soleil, il a eu l'idée de prendre des gouttes de rosée avec une pipette et de les mettre sur le bout de sa langue, et il comparait les fleurs qui sont à l'ombre, les fleurs qui sont au soleil. Et pour lui, ce qui était le plus intense, c'était la fleur à peine éclose au soleil avec la goutte de rosée dessus. Et c'était ça le processus de la nature qui était à reproduire si l'homme voulait travailler en bonne intelligence avec les fleurs et euh, comme capturer, j'aime pas ce mot, mais en tout cas
voilà, utiliser le meilleur des propriétés de ces fleurs-là. Donc, la manière dont on prépare un élixir floral de Bach, alors il y en a plusieurs, parce qu'il y a eu d'autres procédés qui ont été développés après, où on travaille plutôt avec de l'ébullition, mais la méthode principale, et puis la première qu'il a trouvée, c'est de travailler avec les fleurs au soleil et de l'eau pour aller reproduire ce procédé naturel de la rosée qui perle sur les fleurs. Du coup, ce qu'on capture, entre guillemets, c'est les propriétés énergétiques de la fleur. Donc c'est quelque chose de très, très dilué. C'est pas contrairement à une huile où on va venir broyer le matériau physique, là on va vraiment récupérer quelque chose de très, 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 très subtil dans la fleur qui est quasiment uniquement énergétique. Et pour ceux qui connaissent un petit peu, ça se fonde aussi sur l'idée qu'en fait l'eau, c'est un fluide qui capte l'information, qui véhicule l'information. Et donc les propriétés de la fleur sont diluées, diffusées dans l'eau qui récupère cette information, et on vient fixer ça dans le temps en ajoutant ensuite de l'alcool. Et du coup, un élixir floral, il y a vraiment uniquement la fleur qui a été infusée au soleil, ensuite on vient filtrer la fleur, donc on a uniquement de l'eau finalement, et on vient fixer le composé avec de l'alcool. Et c'est vrai que je vous partageais le parcours de Bach parce que justement c'est intéressant de voir que lui il a commencé par l'homéopathie, son parcours, parce qu'il y a quelque chose d'assez comparable à l'homéopathie dans le sens où dans l'homéopathie il y a un facteur de dilution si vous êtes un petit peu familier. Et donc si par exemple on a de l'arnica, 5CH ou des choses comme ça, c'est un facteur de dilution faible, et puis on va diluer jusqu'à par exemple l'arnica 30CH. Et en fait ce qui fait la différence entre les deux, c'est que moins il y a de dilution, plus on va travailler sur le corps physique, la matière, et donc arnica 5CH, on est sur une lésion, un coup, et voilà. Et plus on va augmenter dans les CH, plus on va être sur des blessures plus anciennes, plus on va aller vers de l'émotionnel. Donc en ça, dans les fleurs de Bach, comme on est sur une dilution là aussi, c'est assez logique finalement qu'on travaille sur quelque chose d'assez émotionnel. Voilà un peu pour l'histoire de Bach, la manière dont on fabrique les élixirs. Alors je suis assez succincte sur le sujet de la fabrication des élixirs parce que comme je vous le disais, je pense que je vous referai une petite vidéo en contexte pour vous montrer comment on les prépare parce que c'est super intéressant. Maintenant, pourquoi moi j'ai peut-être envie de vous parler de la dimension énergétique des élixirs et puis du lien que je fais avec les plantes. En fait, et même on va aller jusqu'à voir comment, dans quel cas on peut prendre des élixirs, comment on choisit un élixir aussi, si ça vous parle. En fait, au-delà de l'élixir, moi, pourquoi j'ai eu envie de vous en parler, c'est que je trouve ça hyper intéressant, l'idée de se dire qu'on peut aller au contact d'une fleur, de se connecter à elle, et d'avoir envie de collaborer avec elle. Alors oui, ça peut paraître un peu bizarre, ou un peu perché, ou je ne sais pas, mais finalement, l'homme, si on remonte dans les traditions, il a toujours travaillé en collaboration avec la nature, et les anciens avaient une connaissance certes très instinctive, mais enfin très très juste de la nature et des plantes. Et les élixirs floraux, ça nous invite un peu à ça, ça nous invite à aller découvrir un arbre, une plante, une fleur, et se connecter à elle et essayer de ressentir, un peu comme Bach l'a fait. Alors on n'est pas Bach, mais en tout cas on peut s'entraîner à ça, aller voir une plante, se poser, peut-être fermer les yeux, se mettre dans le moment et voir, tiens, quand je me connecte à telle fleur, qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Est-ce qu'il y a des endroits qui sont tendus, des endroits qui sont détendus? Qu'est-ce que ça me fait? Et en fait, on a nous aussi ces petites antennes, ces petits radars-là pour découvrir les fleurs. Ou bien on peut déjà observer que quand on se promène et qu'il y a plein de fleurs sauvages, certaines vont attirer notre attention. On va avoir envie d'aller les voir et puis on s'approche et on est émerveillé. On aurait presque envie d'être des enfants avec une loupe qui irait regarder les formes des fleurs, leur subtilité, etc.
Et en fait, eh bien, si on écoute ça, qu'on devient sensible à ça, c'est intéressant d'aller regarder justement la symbolique de ces fleurs ou les propriétés des élixirs floraux qui sont liés à ces fleurs. Parce que, je sais pas, peut-être que je vais voir passer, je sais pas, je vais passer devant une aubépine ou un églantier en fleurs. Enfin, en ce moment, c'est plutôt à fruits, mais imaginons qu'on est au mois de mai, au mois de juin, et je vois passant devant un églantier ces magnifiques fleurs blanches, ou les fleurs blanches de l'aubépine, et puis je me sens super attirée par ça, et puis pas du tout par les pissenlits à côté, ou par d'autres fleurs. Et ben, je peux aller, même sans savoir ce que ça me fait, je peux aller déjà juste méditer à côté de cette fleur ou l'observer ou me relier à elle. Et c'est intéressant d'aller regarder les élixirs floraux et de se rendre compte que tiens, on va utiliser l'églantier ou l'aubépine dans tel ou tel cas. Et vous allez voir, souvent c'est hyper pertinent et ça nous parle beaucoup. Je vous partage mon expérience. La semaine dernière, j'étais dans la nature, je regardais s'il restait encore des fleurs. Alors il y a encore des fleurs tardives, qui sont plus tardives que d'autres et qui fleurissent au mois de septembre pour qu'heureusement les insectes aient encore de quoi polliniser à ce moment-ci de l'année. Et donc je trouve plusieurs fleurs dont on fait aujourd'hui des élixirs. Alors toutes ne sont pas dans les 38 fleurs originales de Bach, mais en tout cas toutes celles que j'observerai font partie des fleurs dont on peut faire les élixirs. Et donc je voyais le trèfle rouge, je suis passée à côté de bourrache, des fleurs d'ortie. Alors on n'imagine pas que les orties ont des fleurs, mais c'est des toutes petites fleurs qui tombent un petit peu vert clair, jaune. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait Centaurée, qui est une fleur rose qui ressemble au chardon, mais qui est assez différente quand même. Et puis il y avait le lamier blanc qui ressemble à une ortie, mais qui pique pas. Qui fait des très jolies fleurs blanches. Et donc je passe à côté de chacune de ces fleurs, je les observe, j'ai envie de me poser avec chacune d'elles, et puis j'observe qu'il y en a une qui m'attire beaucoup, avec laquelle j'ai trouvé que c'était beaucoup plus agréable que les autres, c'est le lamier blanc. Donc je passe un peu plus de temps à côté du lamier blanc. Et alors pour ceux à qui ça paraît abstrait, l'idée dans laquelle je suis, c'est tiens, quelles sont les propriétés du lamier blanc, ou qu'est-ce que le lamier blanc peut m'apporter? Et je laisse tout ouvert. Et puis ça peut être mes cinq sens qui sont mobilisés, ma vue, le toucher. Ça peut être juste la manière dont je me sens à l'intérieur qui va me donner un petit peu des informations. Et en faisant ça, je me dis, ah super, le lamier blanc, je me sens trop bien, ça m'aide à me détendre, j'ai envie de me poser là, c'est très doux, c'est presque maternant, quelque chose comme ça. Et puis je rentre chez moi, j'ouvre l'ordi, je regarde les propriétés des différentes fleurs que je ne connaissais pas, pour certaines d'entre elles, et je regarde le lamier blanc, bingo, c'était exactement la manière dont je me sentais ces derniers jours, ces dernières semaines. En fait, le lamier blanc, il apporte beaucoup de douceur, il apporte une forme de repos de l'âme, et surtout on vient le conseiller à des personnes qui sont dans une phase où elles courent tout le temps, elles ont du mal à se poser, elles ont du mal à s'arrêter. Et c'était exactement la sensation que j'avais eue pendant toute cette semaine-là. Et quand je me suis posée à côté du lamier blanc, je trouvais exactement ce qui me manquait, ce repos, cet apaisement et l'envie simplement de se poser. Donc voilà, sans même consommer des élixirs floraux, je trouve ça hyper intéressant je trouve ça hyper intéressant d'aller regarder, d'aller passer du temps avec des plantes, avec des fleurs, avec des arbres, voir comment on se sent et puis éventuellement creuser par la suite. Je vous ai pas dit tout à l'heure quand je vous parlais des différentes familles de fleurs et la composition et la création par le docteur Bach. Dans les fleurs qu'il a choisies, donc toutes, qu'il a étudiées et qu'il a recensées comme étant celles qui avaient le plus de propriétés pour l'homme. Donc je vous disais, il a fait 7, je regarde mes petites notes, il avait fait 7 grandes familles d'émotions. Et dans ces fleurs-là, ce sont toutes des plantes sauvages. Et on trouve des fleurs et on trouve aussi des arbres. Alors là, oui, vous vous dites, mais des arbres en fleurs, ok, le pommier je vois, le cerisier je vois, mais les autres non. Et en fait, figurez-vous que oui, le saule, le chêne, le hêtre et d'autres, évidemment, ont des fleurs, puisqu'ils ont des fruits. Hein, avant d'avoir un gland, il y a une fleur.
mais on les voit jamais, donc ça peut être aussi, tiens, une seule petite chose à aller observer quand le printemps prochain reviendra. Oui, oui, les arbres ont des fleurs. Donc pour vous donner une idée de ce qu'il avait lui recensé, parmi les arbres, il y avait l'orme, le châtaignier, le marronnier, j'ai déjà dit le saule, le hêtre, le chêne, le houx aussi, la vigne, le noyer, et il avait fait venir aussi des fleurs, donc il avait expliqué le procédé de fabrication des élixirs à des amis qui étaient dans d'autres endroits d'Europe. Et il avait récupéré des essences, enfin des élixirs floraux de fleurs qui n'étaient pas du tout d'Angleterre. Et il les a triés, il a observé ce qui était intéressant selon lui. Et donc on retrouve dans les élixirs de Bach l'olivier, alors que clairement, pour trouver des fleurs d'olivier, peut-être qu'il y en avait, mais en tout cas pas d'état. Donc il a quand même aussi, la plupart des fleurs sont des fleurs qui viennent qu'on trouve par chez nous aussi, mais qu'on trouvait surtout en Angleterre au moment où lui a découvert les élixirs, à quelques exceptions près, donc comme l'olivier. Est-ce que vous avez des questions? Ah tiens, j'en vois une. Sais-tu si les fleurs de Bach se sont aussi ouvertes à des fleurs hors d'Europe? Eh bien du coup les fleurs de Bach, les 38, souvent d'ailleurs quand on conseille une fleur de Bach, on dit son nom et on dit tout de suite le numéro, donc Trouveret, 33, etc. Donc si c'est dans les 38, comme j'expliquais, non. Ensuite il y a eu d'autres, je crois qu'il y en a une au sein, qui sont quand même appelées fleurs de Bach, il y en a 80, mais je crois pas qu'elles viennent en dehors d'Europe, mais je sais qu'il y a aussi des élixirs floraux, je vais vous retrouver le nom peut-être en même temps, des élixirs floraux qui sont faits en Australie. Je crois que c'est les élixirs du bush ou quelque chose comme ça. Les élixirs du bush australien, quelque chose comme ça. Ouais, voilà. Et donc là, c'est une autre gamme d'élixirs floraux qui sont faits de la même manière, mais qui viennent du bush australien. En revanche, honnêtement, alors évidemment, c'est super d'aller découvrir les autres plantes, et moi je trouve ça génial d'un point de vue diversité, et puis connexion aux plantes, et du travail chamanique. Enfin, alors c'est mon mot, ça, qui disait pas ça, mais moi je considère que d'aller se relier à des plantes et de voir leurs propriétés énergétiques, émotionnelles, c'est un travail qui est d'ordre chamanique. Et donc c'est super intéressant. En revanche, aller consommer des élixirs de fleurs qui viennent de l'autre bout du monde, je suis pas sûre que ce soit forcément pertinent. Après, à chacun de voir. En fait, pour plein de raisons. En fait, déjà, bon, il y a des raisons écologiques, évidemment. Enfin, c'est comme pour les huiles essentielles, d'aller consommer des plantes de l'autre bout de la planète. Après, les élixirs floraux, je vous expliquais, on met très très peu de fleurs, hein. C'est principalement de l'eau et de l'alcool, donc on n'a pas un sujet d'aller, je sais pas moi, couper plein de fleurs de chêne ou quelque chose comme ça qui viendrait de l'autre bout de la planète. Si quelqu'un précise, Aurélie, merci, qu'il y a des élixirs amérindiens, donc voilà, ça ne m'étonne pas non plus. Alors c'est intéressant la diversité, moi j'ai pas forcément d'avis sur est-ce que c'est bien ou pas. Ce qui est sûr, c'est qu'avec rien que les 38 déjà de base, en fait on couvre déjà tellement de diversité d'émotions et d'états que franchement il y a déjà beaucoup de choses. Je vous mets au défi, je nous mets au défi, moi je pense que je suis pas capable de le faire, pourtant je m'intéresse au sujet des émotions, d'aller citer déjà 38 émotions, on peut peut-être le faire tous ensemble, mais 80, 100, 120 émotions différentes, honnêtement je pense que c'est un peu compliqué. Mais bon, après à chacun de voir. Et puis, du coup, ça me donne une bonne transition. Enfin, s'il y a d'autres questions, je les prends et n'hésitez pas à me les envoyer au fur et à mesure. Ça pourra ouvrir sur d'autres sujets auxquels je pense pas forcément. Oula, alors, désolée, je découvre en même temps qu'on peut mettre les questions dans un autre endroit que le live. Ok. Proposes-tu les fleurs de Bach suite à mes consultations? Eh bien pour l'instant non, mais je me pose vraiment la question de le faire, ou en tout cas de faire découvrir un petit peu plus. Si vous avez des questions, je vous invite à les mettre dans les commentaires, comme ça tout le monde les voit et moi je n'ai pas besoin de zapper parce que je découvre ça en même temps que vous. En fait, si je parle des élixirs de Bach aujourd'hui, c'est que je trouve ça super d'apprendre à les faire soi-même. Donc peut-être que je vais aussi plutôt avoir envie de partager ça que de conseiller des fleurs de Bach en tant que telles.
l'idée aussi de conseiller à quelqu'un d'aller acheter quelque chose, pourquoi pas, mais je trouve qu'il y a cette dimension de oh j'ai un problème donc je prends un autre médicament au lieu d'aller chercher en moi la réponse, donc je suis pas forcément aujourd'hui à l'aise avec ça. Mais maintenant si on se dit que les fleurs de bac c'est plutôt comme des compagnons pour nous aider à prendre conscience de nos états émotionnels, à en prendre conscience et à pouvoir réagir différemment quand on est en situation de ressentir ces émotions-là. Alors oui, je trouve que c'est quand même des super outils. Et d'ailleurs, du coup, j'avais envie de vous parler de la manière dont on peut conseiller ou pas des fleurs de bac, ou si vous avez envie un jour d'en consommer. Il y a plein de manières différentes. Ce qui est intéressant, c'est peut-être justement de se faire conseiller par quelqu'un d'autre qui n'est pas soi, dans le sens où je vais pouvoir... alors il y a des cas où c'est facile. Ok, j'ai peur d'aller chez le dentiste demain. Bon, je sais ce que c'est. J'ai bien identifié que c'était de la peur, et puis c'est lié à une phobie, et c'est une peur qui est ponctuelle. Donc là, on va dire que pas médication, mais l'auto-choix de la fleur va être aisé. Mais là où c'est plus complexe, c'est qu'en fait, il n'y a pas juste une émotion. Pour certaines, c'est vraiment un sentiment plus complexe. Et je considère que souvent, c'est dans nos angles morts à nous, nos propres émotions, ou en tout cas la complexité derrière. Et quelqu'un de notre entourage ou quelqu'un de l'extérieur, pardon, on va être plus à même de nous conseiller. Donc on peut aller voir quelqu'un en disant voilà... je pense que mon problème, c'est par exemple d'ordre relationnel. Voilà, genre relationnel difficile avec telle ou telle personne. Et bien parmi les 1, 2, 3, 4, ouais, enfin 4 et plus, parce que ça peut relever aussi de l'émotivité, de la solitude, mais imaginons parmi les 10 fleurs qui pourraient être liées à ça, c'est mieux que ce soit quelqu'un de l'extérieur qui me pose des questions et qui m'aide à choisir la fleur qui me conviendrait le mieux. Donc peut-être, alors évidemment, aller voir quelqu'un de spécialisé, pourquoi pas, mais déjà même quelqu'un de mon entourage, parfois, qui a un regard neutre, ou essaie d'avoir un regard neutre pour avoir un meilleur conseil, parce qu'il y a des choses qui sont dans mes angles morts. Il y avait une question qui était comment Bach a établi le lien entre une fleur et une émotion, et est-ce qu'il a testé sur une grande variété de patients. Alors, sa démarche au départ, elle a été... il y a deux aspects. Il y a quelque chose de très très intuitif. Quand je vais avec telle fleur, je ressens ça. Est-ce que c'est vrai? En tout cas, j'ai l'intuition que c'est vrai. Est-ce que c'est vrai pour moi, pour d'autres? Donc, il a pris comme ça toutes ces petites notes sur ce qui était purement de l'intuition. Il y a une autre manière qu'il a eu d'aller regarder ce qu'on appelle la théorie des signatures. Je ne sais pas si ça vous parle. La théorie des signatures, c'est de se dire... c'est quelque chose qui est très vieux, hein, que les Celtes utilisaient déjà. Il y a un lien entre l'aspect physique d'une plante et les sujets sur lesquels elle peut nous accompagner. Exemple, vraiment bateau, mais je pourrais vous en donner des plus complexes que ça. Parce que ça paraît un peu rapide comme analogie, mais le tilleul a des feuilles en forme de cœur. On associe le tilleul aux peines de cœur, à l'amour, au relationnel. Vous voyez, il y a des choses comme ça qu'on appelle la théorie des signatures. Le ou avec ses piquants, on va aller faire le lien avec parfois de l'agressivité ou d'autres sujets comme ça. Donc Bach, il avait l'intuition, il avait l'observation, si on peut dire, et puis il y a eu, pour la démarche de test, Laetitia, tu demandais, il a eu à la fois plein de tests sur lui. À chaque fois qu'il traversait une émotion, il essayait de comprendre l'émotion qu'il vivait, et il allait tester des fleurs et voir laquelle lui semblait avoir, parmi ses théories, de l'effet pour l'accompagner. Et oui, il avait une grande variété de patients qui venaient le voir sur des choses très diverses et variées. Et il avait déjà fait ce constat dans sa vie de bactériologiste qu'il y avait un lien pour lui entre les grandes familles d'humeur et les pathologies des personnes. Donc il a voulu continuer à creuser ce lien en fait qu'il pouvait y avoir entre les deux.
Voilà un peu sur le test. Si vous avez d'autres questions, je prends. Il y avait un autre sujet dont je voulais vous parler, mais qui ne me revient pas forcément. Donc on verra. Pour ceux qui sont encore là, si ça vous intéresse qu'un jour qu'on fabrique un élixir ensemble, n'hésitez pas à me le dire et puis on pourra faire ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre sur les élixirs? Il y a plein de choses qu'on peut dire, mais là comme ça revient pas forcément. En tout cas, ce qui va être, en tout cas pour moi, ce qui est vraiment super intéressant là-dessous, c'est d'aller d'aller se chercher en fait, soit de se dire que on n'est peut-être pas tous bac, mais on peut tous apprendre petit à petit, en tout cas, apprendre à ressentir les propriétés des plantes. Alors là, je vous parle des fleurs, mais ça vaut pour plein d'autres propriétés des plantes. Parce que finalement, on arrive, plus on fait ça, en tout cas, plus notre sensibilité se développe, et puis on arrive à voir les qualités qu'elles peuvent nous transmettre. Alors je vous dis pas ça pour la consommation des champignons, hein. Je sais qu'il y en a qui vont partir aux champignons dans les semaines qui viennent. Là, on peut apprendre à écouter son intuition, mais ça veut pas dire qu'on goûte, pas forcément. Mais en tout cas, il y a quelque chose qu'on peut développer comme ça au fur et à mesure qui est vraiment super intéressant et qui nous donne en tout cas accès à une autre manière de collaborer avec la nature. Et je vous partage mon ressenti à moi, hein, qui vaut ce qu'il vaut, mais c'est intéressant d'aller fabriquer soi-même ses élixirs parce qu'on le fait dans un état d'esprit particulier, puisque c'est un procédé de nature énergétique. Les énergies dans lesquelles on se trouve au moment où on fait notre élixir, elles sont hyper importantes. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote là-dessus. Il y a plusieurs laboratoires, on va dire, qui font des élixirs aujourd'hui. On m'a rapporté cette histoire selon laquelle donc c'est un des laboratoires qui est très très connu pour la fabrication d'élixirs floraux. Si vous allez en magasin bio, en pharmacie pour en acheter, c'est un de ceux-là. Et donc ils sont super connus pour avoir des produits de très bonne qualité. Et des personnes se sont mis à se plaindre de la qualité des produits de plus en plus fréquemment à une époque. Et en fait, ils se sont rendus compte que les personnes se plaignaient depuis que c'était une nouvelle personne qui était impliquée dans la fabrication des élixirs et qui était une personne très sympathique au demeurant, mais qui avait énormément de soucis personnels. Et en fait, simplement son état d'esprit venait influencer énormément le procédé énergétique à l'œuvre dans la fabrication. Et il y avait comme un petit peu trop d'elle dans les élixirs, si bien que c'est plus elle, à la suite de ça, qui fabriquait les élixirs. Donc c'est pour vous dire aussi que voilà, les fabriquer soi-même, à la fois, c'est parfois un peu complexe, mais surtout, ça peut être très très chouette parce qu'on obtient le résultat en phase avec le cœur qu'on a mis dedans, en quelque sorte. Et donc ce que je voulais vous partager aussi comme ressenti personnel, de la fabrication, c'est hyper intéressant de voir qu'il y a vraiment une collaboration des plantes. Alors ça aussi, ça peut vous paraître bizarre ou pas, mais il y a des plantes qui ont envie de collaborer avec nous, d'autres non. Donc on ne va pas travailler avec elles. Donc on demande la permission des plantes au moment de la cueillette et il se passe quelque chose de très, très doux, très agréable quand on travaille avec des fleurs qui ont envie de se prêter à l'exercice et de nous donner leur qualité en quelque sorte et de nous accompagner dans ce travail-là de guérison, quoi, qui est super intéressant. Tiens, d'ailleurs, transition, et puis peut-être qu'après je vous laisserai parce qu'on a déjà fait un bon moment ensemble. Je reviens à Bach, donc celui qui avait créé les élixirs floraux. Pour Bach, le soin et la guérison, c'était pas la même chose. C'est quelque chose qui m'a un peu interpellée quand je lisais des choses sur lui. Il a écrit plusieurs livres, dont un qui s'appelle Guéris-toi toi-même. Et donc lui, sa formation de médecin, pour lui, elle lui avait appris à donner des très bons soins, à guérir des blessures, à panser des plaies, à travailler sur le microbiote intestinal. Mais elle lui avait pas appris les clés de la guérison. Et c'est ça qu'il a un petit peu cherché toute sa vie et qui l'a conduit aux fleurs. Pour lui, les clés de la guérison, comme il a dit, guéris-toi toi-même, on les a à l'intérieur de nous. Et donc la différence entre le soin et la guérison, c'est que la guérison, c'est vraiment un processus
plus profond, plus intérieur, qu'on décide ou pas de faire nous-mêmes à un moment où on est prêt, et qui va chercher beaucoup plus loin que le seul aspect physique. Voilà, je vous propose que ça soit presque notre jolie conclusion pour ce moment passé ensemble. S'il y a encore des questions, je veux bien les prendre avant de clôturer le live, ou des idées d'autres choses qu'on pourra évoquer ensemble, c'est comme vous voulez. Alors Laetitia, si on suit mon anecdote, un élixir permet de fixer les énergies, qu'elles viennent des fleurs, d'une personne ou d'un lieu. Eh bien écoute, oui, c'est vraiment de cette nature-là. Et justement, dans le procédé de fabrication de l'élixir, on fait cette demande de fixer, comme tu dis, les énergies de la fleur. Et donc si le procédé est bien suivi, il n'y a aucune raison que les énergies de la personne soient dans l'élixir. Et oui, en fait, c'est marrant parce qu'il y a plein de personnes d'ailleurs qui consomment ou qui à un moment ont eu recours à des élixirs floraux et qui n'avaient aucune idée qu'en fait, dans les élixirs floraux, il y a très très peu, voire pas du tout, de dimension physique de la fleur en fait. Et c'est ça qui est assez fou, et pourtant un élixir et un autre ne va pas du tout donner la même impression à la consommation. Donc c'est assez intéressant. Tiens d'ailleurs, je vous disais que je vous en parlerai, et puis je ne l'ai pas fait, sur la manière dont on travaille avec les élixirs floraux. Il faut quand même que je vous en parle, parce qu'on a fait tout ce live et on n'en parle pas, ce serait un peu dommage. Il y a deux manières un petit peu de... Il y a deux manières un petit peu de s'accompagner avec des élixirs floraux. Il y a des choses très ponctuelles, donc je vous disais tout à l'heure, j'ai une phobie et j'ai très très peur d'aller chez le dentiste la semaine prochaine. Là, on va faire un travail avec les fleurs qui est ponctuel, où quelques heures, peut-être 2-3 jours avant, je vais commencer à prendre des élixirs floraux. Et donc, c'est sous forme de gouttes que je vais ingérer sous la langue, quelque chose comme ça, entre les repas. Et donc, je vais prendre plusieurs fois, par exemple, 4 gouttes par jour pendant quelques temps avant mon événement ponctuel d'aller chez le dentiste. Donc ça va correspondre à certaines essences de fleurs qui sont adaptées pour ça. Et puis le meilleur exemple qu'on a, c'est que vous connaissez peut-être, c'est le mélange de fleurs qui s'appelle Rescue, ou élixir de secours, je crois, qui est vraiment adapté pour des situations émotionnelles très très fortes, ponctuelles. Mais sinon, on utilise souvent les élixirs floraux pour s'accompagner sur des choses de fond. Quelque chose qui est plus long. J'ai tendance à être complètement assaillie de doutes, à me poser des questions sur tout, à remettre ma vie en question, et je n'avance pas. Donc si c'est ça mon sujet, quelqu'un va me conseiller soit une fleur, soit un mélange d'élixirs. Alors jamais plus de 2 ou 3 fleurs différentes dans le mélange, mais en tout cas on peut me conseiller un mélange, et ça va être quelque chose qui va m'accompagner plus longtemps, généralement sur une cure de peut-être 3 semaines, et là je vais le prendre 2 fois ou 3 fois par jour pendant 3 semaines. Donc c'est vraiment une manière un petit peu différente de travailler. Oui, il y en a parmi vous qui utilisent le Rescue, qui existe pour les enfants. Je crois qu'il existe aussi pour les animaux, soyons fous. Donc là, je crois quand même que je vous ai parlé de beaucoup de choses sur les élixirs, comment ils ont été créés, le lien de manière plus générale, énergétique, avec les plantes, avec les fleurs en particulier, la manière dont on peut les conseiller, et comment on fait ce travail-là en termes pratiques. Donc je pense qu'on a fait un bon tour. Si vous avez d'autres questions à ce sujet-là, n'hésitez vraiment pas à me recontacter. Et puis on reparlera un petit peu des différentes fleurs. Enfin, je vous mettrai de la doc au fur et à mesure de mes découvertes, de mes tests personnels aussi, peut-être sur Instagram, parce que c'est super intéressant, comme ce sont des plantes sauvages, des arbres, des fleurs qu'on peut trouver nous-mêmes simplement en se baladant. C'est intéressant d'apprendre à les reconnaître, et pourquoi pas faire ces élixirs soi-même. Merci à vous, je vous souhaite une super belle après-midi, et puis merci pour vos questions. Je ferai un petit replay de ça, donc vous pourrez le partager si vous avez envie, pour les personnes qui travaillent maintenant. Je vous fais des gros bisous, et puis je vous souhaite une bonne après-midi. À bientôt.